Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on découvre un outil open source d'audit de sécurité de compte AWS. Bonjour et bienvenue, merci de nous écouter. Un nouvel épisode du podcast AWS en français, comme tous les vendredis matins. Enfin, je sais aussi que vous êtes nombreux à pas nous écouter nécessairement le vendredi. Vous profitez du week-end pour courir dans les parcs, pour rouler en voiture. Vous nous écoutez sous la douche aussi, on a dit ça récemment. Le podcast, vous le téléchargez dans toutes les bonnes applications de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications et les downloads automatiques. On parle d'AWS avec nos clients, avec nos partenaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Béguier. Nicolas, merci d'être là. Tu es architecte sécurité chez Le Bon Coin. Je ne sais jamais si je dois dire chez Le Bon Coin, à Le Bon Coin, de Le Bon Coin, du Bon Coin. Comment vous dites chez vous ? Déjà, salut à tous. Et on dit au Bon Coin. Voilà, c'est le Bon Coin, enfin le mot Bon Coin qui prévaut sur le le. D'accord. Donc tu es architecte sécurité au Bon Coin et tu as développé un outil interne mais qui est open source et donc que tous nos clients peuvent regarder et utiliser, qui s'appelle AWS Tower. Mais avant d'en parler, comme on a des auditeurs en dehors de France aussi et tout le monde ne connaît pas nécessairement le Bon Coin, c'est quoi le Bon Coin ? Le Bon Coin, c'est un site de petites annonces en France qui est assez incontournable car on a plus d'un Français sur deux qui l'utilise par mois. Petite annonce, donc ça va de l'achat de la voiture à l'achat d'un meuble ou d'une maison même, ça couvre tous les verticaux et on essaie petit à petit de s'étendre. Ce sont des annonces de particulier à particulier. Moi, j'ai toujours 2-3 annonces en permanence sur le Bon Coin et ça tourne en fonction de mes ventes. 30 millions de visiteurs par mois. Les professionnels l'utilisent aussi ? Oui, beaucoup, surtout les secteurs immobiliers et automobiles, hein, qui pour eux c'est un petit peu obligatoire s'ils veulent toucher un maximum de personnes. Donc c'est 40 millions d'annonces en ligne. C'est beaucoup, donc beaucoup de trafic aussi. On a une bonne passante sortante qui est assez forte. J'imagine pour les images. Et vous avez fait le choix il y a quelques années de mettre tout ça sur AWS. C'est quoi votre périmètre sur AWS en termes fonctionnels ? Quelles sont les parties du Bon Coin qui tournent sur AWS ? C'est un peu toute la prod. Hein. C'est-à-dire l'essentiel de la prod. Il y a assez peu de choses finalement qui tournent on-premise. Il y a les parties Office, donc les locaux, etc. Mais vraiment toute la prod, la pré-prod, etc. C'est sur AWS. Le site web que j'utilise, les images viennent d'S3, etc. C'est ça. Sur beaucoup de comptes, par contre, on sépare. C'est pour la facturation, etc. Donc il y a des parties qui sont mutualisées, etc. Mais voilà, c'est aussi beaucoup de serveurs et voilà, beaucoup de données, beaucoup de bases de données, etc. Tu as une idée de l'empreinte AWS en termes de nombre de serveurs, de pétabytes, des choses que tu peux partager ? Ouais. C'est tout à fait ok de dire non, on peut. Si, pas de problème. Dans les statistiques que j'ai officielles, parce que je les regarde pas tous les jours, il y a 2000 serveurs. Alors en soi, serveur, je pense que ça parle surtout de C2. Si en termes de pod EKS, on est plutôt autour des 10 000. En termes de trafic sortant, on est sur du 2 gigabits seconde. 2 gigabits seconde. Ouais. Et on a 6 téras de données avec 300 millions d'images. Et en termes de trafic de requêtes, on est sur du 5000 requêtes seconde pour la recherche seulement. Donc la petite barre de recherche, je cherche quelque chose. Donc oui, quand les gros pics, quand il y a une annonce télévisée, enfin une pub à la télé, etc., on enregistre des scores qui sont assez intéressants et challengeants techniquement. Tiens, vous avez un trafic saisonnier, je cherchais mon mot, mais je suppose qu'il y a des fortes variations jour-nuit puisque vous êtes un site franco-français essentiellement, mais est-ce qu'il y a des variations annuelles ou mensuelles également ? Pas spécialement, non. Par verticaux, oui, c'est-à-dire que les locations de vacances, c'est avant les vacances. Ça, mais il n'y a pas l'effet imaginé, fantasmé d'après Noël, tout le monde vend ses cadeaux de Noël. C'est à ça que j'allais venir, effectivement, parce qu'il y a le boom de janvier. Non, il y a des légères variations, mais comme on touche beaucoup de cœur de métier, on peut dire ça comme ça, c'est assez flat. Ça s'égalise entre les différents verticaux. Mais oui, de 23h à 5h du matin, il n'y a pas beaucoup de trafic.
J'imagine, oui, qu'il y a moins de trafic à 3h du matin, effectivement. Vous faites partie d'un groupe international, il y a des frères et sœurs de du Bon Coin dans d'autres pays aussi. Oui. Donc Adevinta, c'est la maison mère, le groupe qui est au-dessus du Bon Coin, même si le Bon Coin représente une partie importante de ce groupe. Et on est décliné en Espagne, il y a le Brésil, l'Italie. Et récemment, Adevinta a fait l'acquisition d'eBay Classified, donc la partie petite annonce d'eBay. Et on s'étend en Allemagne, parce qu'ils ont une grosse partie en Allemagne là-bas. Donc c'est sur 15 pays. Un grand groupe international donc, dont on connaît la vitrine française. En tout cas, si vous nous écoutez en France, je suppose qu'un jour ou l'autre, vous avez déjà interagi, soit pour vendre, soit pour acheter, avec Le Bon Coin. Alors tu l'as dit, il y a plein de comptes AWS différents. Déjà, pourquoi est-ce que des sociétés comme la vôtre, des grandes sociétés, utilisent plusieurs comptes AWS? Quelles sont les raisons pour faire ça? Ce qu'on a décidé, alors on aurait pu effectivement diviser par... On l'utilise un petit peu le découpage de comptes, un peu comme des VLAN. J'ai un peu l'impression. On pourrait le faire, AWS le fait très bien, mais on a décidé de vraiment segmenter par équipe. Alors c'est des groupes d'équipes. On a un modèle à la Spotify, c'est-à-dire on a des tribes, des feature teams, etc. Et donc des regroupements. On s'est dit vous êtes dans tel compte. Il y a un côté sandbox d'AWS qui a plu à tout le monde. On peut tester des choses, déployer des EC2, etc. Et toute la partie core est dans un compte bien à part. Donc pour plein de raisons, il y a des raisons de facturation, des raisons de pas empiéter sur ce que font les copains. C'est surtout pour ça. Mais voilà, l'isolation, de sécurité également, ne pas aller taper par inadvertance dans des choses core. C'est sûr que niveau sécurité, ça nous arrange. C'est beaucoup plus simple. On sait que c'est plus simple de sécuriser un compte. C'est beaucoup plus hermétique qu'un VPC. Ouais, je parlais avec quelqu'un qui vient du monde Microsoft Azure il y a quelques semaines et je me rendais compte des différences entre cette limite de compte AWS. C'est vraiment, t'as parlé de sandbox, c'est vraiment une limite hard au niveau des déploiements, au niveau du réseau. Enfin, tout est vraiment isolé, séparé jusqu'à la facturation. Donc, ça vous permet également de savoir combien coûte tel groupe de services versus tel autre, oui. etc. Le Bon Coin a racheté aussi des entreprises, aussi bien que Adevinta. Et il y a une certaine autonomie qui est vraie. Par exemple, Le Bon Coin, c'est pas seulement Le Bon Coin, c'est aussi l'Argus qui a été racheté, VidDressing, Locasun. C'est des entités qui sont pseudo-autonomes. On partage un noyau, et ils ont leurs contraintes. Et là-dessus aussi, c'est beaucoup plus facile. On dit voici un compte, migrez dessus. Et moi, ils sont toujours un peu ISO de ce qu'ils avaient avant. Les développeurs ont leur compte perso aussi? Vous avez des comptes partagés pour les équipes de développement? Enfin, les deux probablement. C'est plutôt partagé. Des utilisateurs nominatifs, évidemment. Ça, on a le SSO avec Okta. Mais non, il n'y a pas de compte dédié aux utilisateurs. Aux utilisateurs, donc des comptes de développement. Alors, AWS offre des tas d'outils pour gérer la sécurité, le provisioning de comptes avec Control Tower, les landing zones, etc. Mais vous aviez quand même un challenge en matière, donc toi tu l'as dit, au début tu fais partie de l'équipe sécurité. Quel était le challenge qui n'était pas adressé par les services AWS? Eh bien, pour faire la correspondance avec avant, on était on-premise dans un data center classique. Et là, c'était beaucoup plus facile de savoir les serveurs qui étaient les nouveaux serveurs. Enfin, ça bougeait pas à l'époque. Et quand on est arrivé sur AWS, tout le monde s'est mis à créer plein d'instances. Il y avait des ressources dans tous les sens. Et c'était maîtrisé un petit peu, voire aussi, parce que dans l'interface graphique, il est assez compliqué d'avoir une vue exhaustive de tout ce qu'il y a. Il faut chercher. Il faut savoir ce qu'on cherche surtout. Et des outils de discovery comme ça, orientés sécu, c'était très dur à trouver. Et on n'en a pas trouvé. Vraiment qui mettaient l'accent sur des choses qui nous intéressaient vraiment. Des compilations de security group, voire vraiment des choses très orientées sécurité. Et là-dessus... Donc tu voulais faire quoi? Tu voulais avoir une vue holistique, donc complète, 360 degrés, à travers toutes les régions, tous les comptes, quels sont tous mes security groups, qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes instances EC2, où est-ce qu'il y en a, etc. Parce que la console AWS ou même l'API ne fait pas.
Oui, exactement. Et après, là-dessus, rajouter des règles, se dire, nous, qu'est-ce qu'on veut dans nos comptes AWS? C'est quoi notre base de sécurité? Est-ce qu'on veut que les EC2 soient open sur Internet? Est-ce qu'on se force à passer par des load balancers? La réponse est oui. Et plein d'autres contraintes sur les buckets S3, sur EKS. Et là-dessus, on avait fait tout un set de règles, on s'est mis d'accord. Donc c'est un YAML qui est dans la conf AWS Tower. Et quand il fait cette discovery, il nous dit voilà tous vos assets. Il fait la différence avec nos règles et il nous fait des alertes quand ça sort de la règle. Ok, donc il y a deux aspects dans AWS Tower. À pas confondre avec Control Tower. Control Tower, c'est le service AWS. Ici, on parle du framework, enfin de l'outil open source que vous avez développé à AWS Tower. Il y a deux aspects. Le premier, c'est un aspect inventaire. Et le deuxième, c'est conformité à une baseline. C'est ça, ce qu'on appelle de l'audit en interne. Alors, on va essayer de rentrer dans les deux. Sur la partie inventaire, alors je suis un peu naïf, c'est simplement faire un script Python qui liste toutes les ressources qui vous intéressent dans toutes les régions en boucle, ou c'est plus compliqué que ça? 90% du travail, c'est ça. C'est on utilise l'API, donc c'est via Boto3 vu que c'est en Python. On liste toutes les ressources. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, c'est trouver des interactions entre les ressources. Par exemple, les interactions entre un ELB et une EC2. Et aussi, identifier des informations de sécurité, parce que quand on liste une instance, on n'a pas forcément toutes les informations. Par exemple, une EC2, à quel âge a la SSH key qui a été déployée par comment s'appelle le script de démarrage. Nous disent Terraform, mais CloudFormation ou Terraform. CloudFormation, exactement. Par défaut, on peut mettre une clé SSH. Si elle a plus de 6 mois, ça fait une alerte, mais ça, il faut le voir, donc il faut le chercher. Sur les security group, un gros travail de merge de tous les security groups et avoir une vue, tout ce qui sort du réseau interne, on considère que c'est du public, etc. Ça veut dire qu'il faut une connaissance. Quand cette étape d'inventaire est faite, l'outil doit déjà avoir une connaissance de votre infra, savoir dire tel VPC c'est un réseau interne, tel autre c'est un réseau public, telle instance OC2 elle doit être privée, celle-là elle peut être publique, etc. Là-dessus, AWS le classifie plutôt bien. C'est juste qu'il le classifie à des endroits faut se documenter, il faut lire la documentation, il y a tout, mais il faut le trouver. Voilà. Donc quand on veut une vision, quand on sait ce qu'on veut obtenir, il faut chercher sur plein de calls API pour avoir une vue digeste et se dire mon parc il est comme ça. Est-ce que cette phase d'inventaire garde son état et permet de détecter aussi des différences par rapport à l'état? Je parle toujours de l'inventaire ici, pas encore de la configuration. C'est-à-dire si vous avez tout d'un coup 10 instances OC2 en plus dans une région, c'est un potentiel souci de sécurité? Alors, est-ce que c'est un souci de sécurité? Oui, parce que là, on peut rentrer on a volé une clé SSH, on va sur une zone totalement où personne ne va jamais, et on crée des machines pour miner du Bitcoin. Ça, c'est classique. Mais est-ce l'inventaire? Oui, l'inventaire nous le dit parce qu'il nous inventorie tout ce qui est visible. Après, de là que ce soit à faire des alertes de sécurité là-dessus. L'outil ne permet pas exactement l'état comme ça, sur le nombre d'instances. Et vous gardez une baseline d'inventaire qui est comparable de run en run, par exemple? C'est ça. Pour stocker, parce que à la base, donc là, c'est une CLI qui se lance en local sur son poste. On a une vision et on la relance 2 heures après. On a une autre vision. Pour stocker les assets, alors là, on part de phase de production. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a fait tourner dans une lambda. Alors seulement le moteur, pas la CLI. Pas tout, c'est allégé. Et c'est stocké dans Patrol, qui est un autre outil open source. Alors ça, vous pouvez vous renseigner. C'est un scheduler de scan de sécurité, entre autres. Et on s'en sert pour lancer les lambdas, réunir tous les findings. Donc il nous dit alors, là on est dans la phase d'audit, mais et il a un état avant, après, et en cas de diff il envoie une alerte. D'envoyer une alerte. C'est une bonne transition sur la deuxième phase, la phase d'audit, parce que je pense que c'est celle-là qui est la plus importante, ou la plus intéressante en tout cas. C'est que vous avez défini un espèce de langage en YAML qui permet de modéliser ce que vous voulez.
Et AWS Tower, votre outil, permet de comparer la réalité à ce que vous voulez. Ça marche comment ? Très, très naïvement, hein, c'est quand l'inventaire est standardisé, quand on obtient une belle structure, on peut la mettre très facilement on peut très facilement matcher avec un YAML. Donc, là-dessus, l'audit est très très simple. Ce qui est plus compliqué, c'est de créer des règles qui ont du sens, vouloir vraiment être alerté sur telle et telle chose. Tu peux donner des exemples de règles d'alerte ? Bien sûr. Déjà, quand un asset est public, là-dessus, on veut une alerte. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont normales. Hein. Quand on a un site vitrine, on veut qu'il soit public. Mais on aime bien savoir quand il y a des nouvelles choses qui deviennent publiques. Quand des security groups trop permissifs, EKS par exemple, par défaut, il me semble que le control plane, je sais plus, il y a une partie de KS qui est publique par défaut, par exemple. Si c'est le cas, on veut être alerté. Les buckets S3 aussi. Alors là, les buckets S3, on a très vite fait de rendre il y a beaucoup d'options dans bucket S3. Et là-dessus, il nous prévient, attention, c'est accessible publiquement seulement pour des utilisateurs AWS authentifiés. Pas forcément votre compte. Sur les parties VPC aussi. Si un attaquant veut persister sur votre compte, alors il y a plein de manières de le faire, mais une des manières, c'est qu'il va dans le VPC et il fait du peering avec son propre compte, il a toujours une patte dans le vôtre, ou il monte un VPN. AWS permet de le faire ça aussi, de créer un petit VPN et par défaut vous êtes dans le compte. Et aussi sur toute la partie RDS, donc base de données, les versions des engines PostgreSQL, MySQL, là-dessus, alors c'est manuel côté maintenance, c'est-à-dire qu'on regarde les CVE qui sortent sur les différents types de bases de données et on vérifie si vous n'êtes pas un peu en retard, vous, c'est-à-dire celui qui lance le script avec son compte, il dit ok, il y a une CVE sur telle version, ta base de données elle n'est pas en auto-update, donc à telle version, tu as une alerte. Et aussi on se dit moi j'ai envie d'avoir que du PostgreSQL 12, je veux pas avoir les autres, voilà, tu mets une alerte comme ça dans ta conf, et dès que quelqu'un déroge cette règle, tu es alerté. Et donc vous constituez au fil du temps une liste de checks à vérifier, une liste qui doit évoluer évidemment, où tu parles de version, ça doit changer, mais qui s'agrandit, qui va vérifier de plus en plus de choses, et à chaque run qui va revérifier la même chose pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déviation. C'est ça. Le plus dur finalement, c'est de demander aux gens qui créent de nouveaux comptes AWS de se rajouter dans la liste. C'est ça le plus compliqué. On ne voit que ce qu'on sait. Se rajouter dans la liste, c'est-à-dire ajouter leur account ID dans la liste des comptes qui vont être vérifiés par l'outil. Oui, parce il y a plusieurs listes. Donc effectivement, il y a la liste. Qu'est-ce que la lambda ? Parce que notre lambda elle est dans un seul compte, de compte sécurité, et elle va assumer des rôles dans les comptes à droite à gauche. Donc c'est-à-dire qu'elle va arriver pas la peine de déployer une lambda par compte, il n'y en a qu'une seule, mais qui va se connecter sur chaque compte d'une certaine façon. Et par contre, voilà. Mais comme on a un process de création de compte qui est assez bien rodé, là-dessus ça va. C'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui peut être automatisé avec les landing zones et control tower, de mettre le bon rôle, la bonne permission qui permet à votre lambda d'accéder au compte. C'est ça. Et puis après, il y a la partie configuration de la lambda aussi. Enfin bref, il y a toujours plein d'étapes, mais oui, tout est automatisable. Oui. Et donc, plusieurs listes. Donc, la première, c'est on ajoute des comptes. Et aussi, c'est qu'est-ce qu'on trust, qu'est-ce qu'on croit, à qui on fait confiance dans l'entreprise. Il y a des IP externes. On a des sites, donc des back-office, certains, qu'on n'ouvre qu'à des prestataires de back-office. Par exemple, un service client qui est à l'étranger, on lui autorise l'accès. Et là-dessus, on a des listes d'IP, des ranges d'IP. On dit, OK, tel range, c'est tel partenaire. Parce que si ça ne fait que sonner, tout est tout le temps rouge et on regarde plus rien. Donc, il faut whitelister des choses. Et là-dessus, on a une liste assez conséquente de partenaires. Et dès que ça sort de cette liste de partenaires, on a une alerte aussi. Et sur les comptes AWS, on a une autre liste parce qu'il y a des comptes qui sont à nous, des comptes qui sont à des partenaires sur lesquels on expose une seule ressource. Par exemple, avec les endpoint services via les VPC toujours. On peut exposer un NLB à un autre compte. Et là-dessus, voilà, on se dit, tel compte, on lui fait confiance, ou pour le peering. Voilà, c'est des listes qu'il faut maintenir à jour, mais de toute façon, dès que c'est pas à jour, on a une alerte. Donc vous allez regarder l'alerte. Alors, tu as partiellement répondu à ma question suivante, c'est qui utilise cet outil ? J'ai l'impression que c'est le groupe sécurité qui centralise l'utilisation de l'outil. C'est ça, l'équipe sécurité, on a des notifs Slack dès qu'il y a des modifications, donc on n'a pas besoin de changer
dashboard, on va dire, on est toujours un peu au même endroit et on agit de la même manière qu'une alerte SIEM, donc une alerte de sécurité classique sur notre parc. On essaye alors d'ouvrir, on se dit pour tel compte, c'est tel Slack channel pour telle équipe. Par exemple, l'équipe Core a des alertes de son propre compte, pas avec la même verbosité, pas exactement formaté de la même façon, parce que nous on a des boutons pour se connecter au dashboard, etc. Mais voilà, ils ont une vue, ok, on a fait ça quasiment en temps réel, ils le savent, et ils savent que juste après on va venir leur poser des questions, donc ils se préparent psychologiquement. c'est bon, on a coupé. Voilà. Et tu as aussi partiellement répondu à la question, mais je voudrais aller un peu plus loin sur ce point-là. Qu'est-ce qui arrive aux alertes qui sont levées? Donc tu as parlé de ce channel Slack, le vôtre, celui de l'équipe sécurité, mais aussi des équipes impactées. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des alertes SMS, email, des dashboards, des escalations, Alors, on l'a pas lié encore à notre outil d'astreinte. Ça pourrait être fait sans trop de soucis. Aujourd'hui, on est plus sur de la, comment dire, pas de l'évangélisation, mais l'information, d'éducation. Ouais, leur montrer des bonnes pratiques, parce que 99% des cas, c'est quelqu'un qui ne savait pas bien utiliser AWS, qui a fait une erreur, et là-dessus, on veut le prévenir. Et ça, c'est les heures ouvertes, c'est les heures ouvrées. C'est pas la nuit que ça va arriver. Et si on a des vrais incidents de sécurité, un attaquant qui fait n'importe quoi, c'est pas sur AWS Tower qu'on va on va le détecter, mais on va pas forcément le traiter. Par contre, les alertes GuardDuty, donc là c'est un service AWS qui est un peu un SIEM intégré, mais on a aussi notre SIEM qui analyse d'autres événements de sécurité. C'est là-dessus qu'on va vraiment se reposer en cas d'intrusion. Donc tu le vois vraiment comme un outil d'audit plutôt qu'un outil de détection d'intrusion. Quand on doit cocher des cases, c'est un outil de check d'intégrité de notre infrastructure. On sait que quand elle mute, on le voit. Qu'un outil de sécurité, enfin un SIEM, le voit pas spécialement. Pour lui, il n'a pas d'état avant-après. Oui, c'est ça l'avantage de l'outil, c'est de comparer par rapport à un état, un état connu. Tu disais 99% sont des problèmes de configuration, des erreurs humaines, et c'est bien normal. D'abord, on peut apprendre, tout le monde doit apprendre, et puis il y a toujours cette possibilité de se tromper également, et c'est pour ça que c'est bien le cloud, parce qu'on peut automatiser et détecter ça. Est-ce que vous tentez de remédier aussi, donc s'il y a un security group ouvert, le fermer automatiquement ou des choses comme ça? Ce sera pas AWS Tower qui le fera, non. La partie remédiation, on y a beaucoup réfléchi. C'est un peu intrusif, et t'as toute la partie dérogation en fait qui va être c'est un vrai. Techniquement, remédier à un problème, c'est pas le plus compliqué. Il y a l'API qui fait la même chose, mais c'est tout le process humain qui est derrière qui va être lourd et compliqué. Pour avoir une autorisation, pour avoir une validation. Déroger à la règle. Par exemple, je veux exposer publiquement un application load balancer, ce qui est légitime la plupart du temps. Comment je m'y prends pour que l'outil se dise ok, il y a eu une dérogation, je le laisse passer. Et sinon, si ça coupe par défaut, ça va créer des frustrations avec les équipes, et c'est ça qu'on veut éviter. Donc voilà, l'alerting pour l'instant, ça suffit largement. Et alors, je l'ai dit au début, c'est un outil open source, donc vous avez eu la bonne idée de publier le code sur GitHub, et le lien évidemment dans les notes du podcast. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, vous pouvez aller regarder comment c'est fait, peut-être si vous trouvez ça utile, l'utiliser pour vous aussi. Si je fais pas partie du Bon Coin, comment est-ce que je peux commencer avec AWS Tower? C'est quoi? Très concrètement, évidemment, je dois le télécharger, cloner le repo, et puis quoi? Un petit pip install pour les requirements, mais juste après, si vous avez déjà un compte AWS, vous utilisez la AWS commande CLI classique, ça va taper directement dans les mêmes profils avec les mêmes droits. Donc, c'est AWS Tower, Discover, le nom de votre profil, entrée, et ensuite, il vous fait la liste de ce qu'il y a, tout simplement. Il n'y a pas de prérequis, de droits rajoutés. En fait, il verra ce que vous voyez. Vous êtes admin, il aura une vue d'administrateur. Oui, tu parles de Boto 3 qui est le SDK Python. Ouais. Il va chercher vos credentials là où la ligne de commande va les chercher aussi. D'ailleurs, la ligne de commande est écrite avec le même SDK, donc c'est dans votre .aws credential. Et s'il n'y en a pas, si ça tombe sur une instance EC2 ou Lambda, il va chercher dans un rôle qui est attaché à EC2 ou Lambda automatiquement. Donc là, vous bénéficiez automatiquement
C'est ça. Du SDK. Il y a de la configuration à faire, comme si je veux démarrer mon baseline, comment je fais? La grosse partie configuration, c'est si on veut la lancer en mode lambda, parce qu'il faut lui expliquer un petit peu, on s'est lié aussi, mais lui expliquer qu'est-ce qui est, tous les trusted IPs, les accounts. Mais sinon, non, quand on le lance en CLI, on aura des alertes qu'on pourra par la suite dans le fichier de configuration enrichir, dire ok, ça c'est normal, c'est pas normal. Mais non, il y a pas de. Le but, c'était aussi ça que je voulais, c'était que ça se lance tout de suite. Il y a pas un tuto un peu long comme le bras à lire pour dire ah ok c'est comme ça, non, on le lance et on a le résultat. Et l'audit c'est pareil, le fichier de règles il est directement dans la conf et on peut le lancer, on peut l'éditer et puis il est tout de suite pris en compte par l'outil. Et le README de la page GitHub donne des exemples de commandes, un exemple de configuration également, des règles qu'on peut configurer. Tu listes aussi les services supportés, donc API Gateway, CloudFront, EC2, EKS, ALB et ELB évidemment, IAM, RDS, S3 oui. Et les VPC. Ouais, c'est toutes les ressources pour le moment. Alors, on n'a pas planifié d'en rajouter d'autres pour le moment, parce que c'est vraiment là-dessus où il y a une exposition publique qui peut être assez critique. On reste toujours dans l'exposition publique finalement, dans la sécurité. Du SQS, admettons, on peut faire, en un attaquant interne, on peut faire énormément de choses mal avec, mais c'est assez compliqué de l'exposer publiquement et voilà, on reste quand même dans des ressources qui ont vocation à être mal utilisées pour être exploitées directement par un attaquant. Et généralement, c'est un attaquant qui est externe à l'entreprise. Voilà, c'est pour ça que c'est assez limité en ressources, enfin en service AWS, mais quand même qui couvre une large partie de l'infrastructure. Vous êtes ouvert aux aides externes, aux contributions. Alors quand je dis contribution open source, il y en a beaucoup qui pensent code, ouais mais je veux pas écrire du code, ou je sais pas écrire du code, ce qui est parfaitement valide aussi. C'est pas le seul moyen de contribuer à un projet. Faire du test, rentrer des issues, écrire de la doc, un tutoriel, c'est des contributions aussi. Ah, totalement. De toute façon, l'open source, c'est l'objectif. Hein. C'est être aidé par la communauté. Nous, on est en interne, on l'utilise beaucoup. Mais oui, tout aide à prendre, aussi des conseils, dire tel service, tu n'as pas pensé à ça, il peut être public là, parce que je viens d'avancer quand même des informations assez qui peuvent être controversées. Et totalement, si on me dit tel service peut être public et ça peut faire du mal à l'entreprise, sans aucun problème, on va le rajouter ou on en réfléchit comment le faire. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Et pareil pour les règles. C'est des règles qui nous intéressent, les règles par défaut. S'il y a d'autres règles, pareil, on est ouvert à toute suggestion. Je suis intéressé de faire une petite parenthèse sur la partie gouvernance du projet. Quand on est une grande boîte comme la vôtre, publier du code source, c'est pas toujours facile. On doit un peu se battre parfois avec le département légal, et j'en sais quelque chose chez Amazon et chez AWS. Ça s'est passé. Est-ce que c'est dans la culture du Bon Coin de publier du code source? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. Il y a eu des avants, en fait, il y a eu d'autres projets avant qui ont peut-être dû plus se battre que moi pour le rendre public, enfin public open source. Mais là, comme c'est un projet dès le début, on a réfléchi, est-ce que je le mettais à mon nom parce que j'ai développé, mais c'était dans le temps du boulot, et ça fait briller aussi le Bon Coin. Donc on s'est dit, ok, c'est le Bon Coin, et depuis le premier commit, c'est le dépôt qui est public. Et puis de toute façon, on a des scans GitHub qui scanne les dépôts. Imaginons, sans faire exprès, je publie une access key dans mon... je serais tapé sur l'épaule de pas mal de gens aussi au sein de l'entreprise. Il y a GitHub qui va le détecter, il y a AWS qui va le détecter, ça m'est déjà arrivé une fois par erreur, j'ai reçu un mail d'AWS très, très rapidement. Mais oui, effectivement, c'est le genre de choses qui peut arriver. Est-ce que tu développes en open, ou est-ce que tu fais un drop sur le repo de temps en temps? J'ai pas très bien compris la question. La question n'était pas claire. Est-ce que tu développes en open, donc au fil de l'eau, tu pushes sur le repo GitHub, ou est-ce que tu développes en interne et une fois tous les mois, par exemple, tu pushes tous les changements? C'est un peu ce que j'essaie de faire. J'essaie d'être parce que on a été un peu plusieurs. Après maintenant, je suis un peu tout seul sur le projet. C'est dur quand on est seul d'avoir une certaine rigueur parfois. Mais oui, j'essaie de sortir des releases
de temps à autre, il y a une branche qui s'appelle la 4.3.0 par exemple, et dès qu'elle est finie, moi je la teste en production. Dès que c'est stable pendant une semaine, je merge en master, sauf si c'est des quick fix vraiment de sécu, mais sinon oui c'est. Et puis il y a des releases, c'est tagué, normalement c'est plutôt bien fait. Comment tu vois le futur? Quelles sont les choses sur lesquelles tu travailles ou les idées que tu as sans dévoiler des secrets de fabrication? Enfin, c'est l'open source, a a priori, c'est pas de secret. Non, en fait, à la base, l'outil, moi, ce que je voulais, c'était qu'il me sorte directement en rouge les assets qui étaient les plus critiques. C'est ça, en fait, à la base, pourquoi je l'ai fait, c'est que je m'en fichais un petit peu qu'il y ait des ressources à droite à gauche. Moi, je voulais tout de suite voir qu'est-ce qui est critique. Alors, l'audit a permis de voir ces choses-là, mais bien plus, et que je commence à me recentrer sur c'est quoi les jeux de la couronne, c'est quoi tes assets, si tu te les fais compromettre, t'as perdu. Voilà. Et là-dessus, on a pas mal d'infos déjà. Et c'est faire une map. Donc là, c'est la prochaine version qui va sortir. On est en train de voir ça en interne. C'est une carte une strat map, une carte de compromission. C'est comment un attaquant peut compromettre tes jeux de la couronne. Donc deux types. Tu as les assets qui sont powerful, qui ont des droits d'administrateur en quelque sorte, et les assets qui sont qui possèdent des données sensibles, des bases de données typiquement. Donc ça c'est vraiment la base de ton compte, c'est ça. Et comment l'attaquant va les récupérer? Parce que ton EC2 qui a des droits, elle est rattachée à un ELB qui lui est public. Et ton instance EC2, elle a des vulnérabilités parce qu'elle a une clé SSH qui a 6 ans. Et en 6 ans, une clé SSH, c'est quasiment devenu donnée publique. Et ça te fait toute une carte comme ça. Et c'est vraiment un côté visuel qu'il faudrait rajouter à AWS Tower et qui est pas loin d'être terminé. C'est ça, c'est avoir vraiment une carte de menace. Un espèce de dashboard graphique. C'est ça, de focaliser et se dire ok, parce que ça nous est arrivé il y a pas longtemps, on est encore en cours, c'est qu'il y a une instance, elle a des droits quasiment administrateurs, c'est une instance pour déployer d'autres instances, on va dire ça comme ça. Et ok, c'est une EC2 qui est isolé dans un compte, on n'y touche pas. Bon, pourquoi pas? On a le droit d'avoir des instances comme ça. Mais on s'est rendu compte par la suite, en faisant, en tâtonnant avec la carte, qu'il y avait quand même un ELB interne qui était rattaché dessus. Et en fait, en tapant l'URL, et on se rend compte, en fait, tout le monde en interne peut a accès à une interface un peu toute pourrie. Donc, peut-être, si l'attaquant passe un peu de temps, peut trouver une vulnérabilité. Il peut extraire les instances profile de l'instance et assume lui-même les rôles, les droits de l'instance. Vraiment, c'est ça, c'est se dire quel est le cheminement. Et si vraiment c'est totalement isolé, bon, on peut accepter le risque. C'est des chemins d'accès qui auraient été difficiles à découvrir sans cet aspect graphique, sans cette visualisation dont tu parlais. Il faut creuser un petit peu, il faut dire ok, le security group, il n'y a qu'un SG qui peut y accéder, c'est quoi ce SG? Et après il faut chercher en fait ce security group. C'est parce qu'on peut lier les security groups entre eux. Et c'est là aussi toute la difficulté de retracer des circuits. Ouais, pour les security groups, ça passe encore parce qu'on peut demander la liste des security groups attachés à une instance, mais dans le cas que tu as expliqué, c'est un peu plus compliqué. Tu dis c'est un ELB, il n'y a aucun moyen simple de dire quels sont les ELB ou les ALB qui ont cette instance dans leur target group. On peut pas partir de l'instance, il faut partir des ALB et tous les scanner et leur target group, etc. C'est vrai que si on fait il y a deux façons de voir le problème, effectivement. Si tu fais les choses de façon très permissive, c'est-à-dire que tu autorises ton EC2 à être contacté par n'importe qui en interne, par n'importe quelle ressource AWS, oui, tu auras du mal à le voir, parce que là, il faut taper un peu dans les target groups et voir un peu où ça tape. Moi, c'est pas comme ça que je fais, et peut-être que effectivement, tu soulèves un point qu'on n'a pas vu. C'est plutôt quand tu fais tout de très fin, tu dis mon EC2, il y a que tel security group de l'ELB. Et quand tu fais un truc très propre comme ça, parce que c'est le plus fin possible, là-dessus tu peux retracer. Et moi c'est là-dessus que je suis parti. Et effectivement, voir dans les target groups, mais là-dessus, en commençant à faire les cartes, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plein de traits dans tous les sens à faire. Et c'est ça aussi le travail qui va commencer à être initié, c'est faire des vraies cartes bien jolies. Donc, et ça, c'est intéressant. Après la contribution, tout type de contribution, pas nécessairement du code, mais cet outil peut être utile pour vous aussi. Quand vous allez l'utiliser dans votre contexte, vous allez peut-être voir des choses que le Boncoin ne voit pas ou qu'ils n'ont pas intéressé, et donc rapporter des issues, des nouvelles features, juste de la doc, un tutoriel, en parler, c'est toujours utile de
capitaliser sur ce que d'autres ont déjà fait pour ne pas devoir réinventer la roue et taper dans les 2 ans. Parce que je vois le premier commit d'il y a 2 ans, c'est pas un nouvel outil, hein, c'est quelque chose que tu développes depuis quelques années. Oui, c'est ça, ouais, ça. On a commencé dès le début de la migration, on s'est dit il faut faire quelque chose. Début de la migration AWS. Nicolas, merci d'avoir expliqué AWS Tower, un outil open source d'audit de sécurité de compte AWS. Je mets le lien vers le GitHub Le Bon Coin où vous trouverez le code source et puis de toutes les autres choses dont on a parlé dans ce podcast. Nicolas Béguier, architecte sécurité Le Bon Coin. Merci d'avoir passé une demi-heure avec nous. Prochain épisode du podcast AWS en français, c'est vendredi, la semaine prochaine. On parlera des nouveautés des 2 dernières semaines AWS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.